Le cauchemar continue pour Alexander Zverev qui vient de s'incliner une troisième fois en finale de majeur. Après Tim et Alcaraz, son bourreau du jour s'appelle Jannik Sinner. L'Italien décroche ainsi son troisième sacre en majeur en autant de finales et son deuxième titre à l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial montre qu'il n'est plus que jamais le patron sur dur. Et l'Allemand voit de nouveau passer une chance de s'imposer en majeur. Y triomphera-t-il un jour? Nous allons revenir sur les deux finales à Melbourne et la globalité de ce premier grand chelem de l'année. C'est parti, jingle! Avant cette finale, c'est bien Alexander Zverev qui menait dans les confrontations 4-2, même si c'est pas forcément représentatif, étant donné qu'on sait que fin 2023, l'Italien a pris une autre dimension. Depuis, il s'était joué une seule fois, c'était à Cincinnati, dans un match très tendu, dans des conditions venteuses, qui avait fait 7-6 au troisième set. Et surtout, comme je l'ai dit en introduction, Alexander Zverev, c'était le dernier joueur à avoir battu Jannik Sinner en majeur sur dur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette finale? C'est ce que nous allons voir. Et ce match à l'US Open 2023 restera encore à ce jour la dernière défaite de Jannik Sinner sur dur en Grand Chelem, étant donné que l'Italien s'impose en 3-7 contre Alexander Zverev dans un match qu'il a totalement maîtrisé, 6-3, 7-6, 6-3, où Jannik Sinner n'aura pas dû défendre la moindre balle de break, et c'est la quatrième fois que ça arrive depuis 1991, quand en finale de majeur, un joueur ne concède pas la moindre balle de break. Il y a eu Sampras à Wimbledon 95, Federer à Wimbledon 2003 et Nadal à l'US Open 2017. Donc ça, c'est très très costaud de la part de Jannik Sinner. Et encore une fois, Zverev qui s'incline en finale de majeur, pas en 5-7, mais en 3-7, dans un match où pour le coup, je l'ai trouvé quand même assez constant. Il a essayé d'être agressif, que ce soit côté coup droit, côté revers. On l'a vu, en moyenne, sur ses coups droits et ses revers, c'était quand même à plus de 7 km/h par rapport à ce qu'il avait fait sur ses tours précédents à Melbourne. Et pourtant, ça n'a pas suffi. L'Allemand qui s'est fait breaker 2 fois. Il y a eu ce premier break dans le premier set où les deux joueurs ont quand même très bien servi dans ce premier set qui fait 6-3, 80% de première balle pour Alexander Zverev, mais seulement 62% de réussite derrière. Jannik Sinner, c'est moins 71% de première balle, mais 85% de réussite derrière. Et surtout, 12 fautes directes du côté de l'Allemand dans ce premier set, là où chez Jannik Sinner, c'est seulement 7. On a vu dans cette première manche vraiment des schémas de jeu par rapport à Jannik Sinner qui allait jouer sur le côté coup droit de l'Allemand, et on voyait que plus l'échange s'installait, plus l'Allemand risquait de faire une faute, et ça a souvent été le cas côté coup droit. C'est son péché mignon, c'est pas cette passivité qui l'a trahi sur ce match, mais plutôt son côté coup droit. Et également, c'est monté au filet, comme on va le voir par la suite du match. Le deuxième set, l'Allemand sauve les 2 balles de break que son adversaire s'est procuré. Ça va jusqu'au tie break, et à 4 partout, il y a cette balle qui va toucher le filet, qui va retomber du côté de l'Allemand. Derrière, Jannik Sinner s'offre 2 occasions pour servir pour la deuxième manche. Et là encore, un Allemand qui aura commis 21 fautes directes, 15 pour Jannik Sinner, un petit peu plus de déchets des deux côtés. Et un Allemand qui, dès qu'il aura pris le filet d'assaut, ça aura été compliqué dans cette partie, étant donné qu'à la fin, c'est 52% de réussite, 27 montées au filet, 14 réussis. Et le troisième set, là c'est la douche froide parce qu'Alexander Zverev s'est fait breaker assez rapidement à 3-2. Et ensuite, Jannik Sinner va dérouler. Que dire franchement du niveau impressionnant de l'Italien qui, avec son niveau moyen, arrive à prendre un troisième sacre en majeur, en plus sur dur, face à Alexander Zverev qui montrait de très belles choses et qui, je le rappelle, par rapport à l'US Open 2020 et Roland Garros 2024, s'est montré plus constant, plus agressif. Il n'a pas été passif. Non, il a essayé de forcer un peu sa nature, côté coup droit, côté revers, mais ça n'a pas suffi. Quand il monte au filet, il montait souvent en tongue, et surtout son coup droit, qui, dès que les rallyes commençaient à s'intensifier, ça craquait. Et ça, c'est vraiment un de ses gros défauts qu'il va devoir gommer une fois qu'il était mené 2-7 à rien, alors qu'il est passé tout proche de prendre ce deuxième set avec un Jannik Sinner qui arrivait à chaque fois quand il y avait 30 partout sur ses jeux de service, il arrivait à trouver la bonne première côté égalité, notamment au T qui a fait très mal à Alexander Zverev, et surtout à le pousser à la faute. On a vu un Italien qui a fait pas mal d'amortis aussi, là où il a plus varié que l'Allemand. À chaque fois, ça a quasiment fait mouche. Il y en a une qui était un petit peu mal touchée. Et le pire, c'est qu'on n'a pas l'impression que Jannik Sinner ait déployé son meilleur niveau. Et pourtant, en un peu moins de 3 heures, ça fait 3-7 à rien pour les numéros 1 mondial contre les numéros 2.
À 23 ans, Yannick Sinner décroche son 3e sacre majeur, le tout en 12 mois. Il s'est imposé 2 fois à l'Open d'Australie, 1 fois à l'US Open. Il faut savoir que l'Italien, il est sur une série de 21 victoires consécutives, sachant qu'il n'a plus perdu depuis sa déconvenue en finale à Pékin. Sur cet intervalle de temps, il a affronté quand même 9 top 10. Donc autant te dire qu'il y avait de la concurrence en face. Et si on va un peu plus loin, sur dur en majeur, il n'a plus perdu depuis l'US Open 2023 et ce match épique contre Alexander Zverev où il s'était incliné en 5-7. C'est vraiment une version améliorée de Novak Djokovic avec beaucoup plus de puissance du fond du court. C'est très compact des deux côtés avec une prise de balle précoce où il asphyxie ses adversaires au service. C'est extrêmement solide, ce qui fait qu'avec son niveau moyen, c'est extrêmement dur de le déboulonner sur dur. Certains y sont arrimés. Je pense à Alcaraz 2 fois l'an dernier, à Indian Wells et à Pékin, Roublev également sur un tournoi de reprise au Canada. Et au niveau des tactiques que l'on peut mettre en place, on voit vraiment que pour battre Yannick Sinner, on peut le faire sur un 2-7 gagnant, mais sur un 3-7 gagnant, c'est extrêmement dur parce que si physiquement il tient, ses adversaires n'arrivent pas forcément à le mettre en danger. On l'a vu avec un Alcaraz qui soit va devoir ralentir un petit peu le jeu, jouer avec beaucoup de volume, bomber pour empêcher un petit peu les attaques de son adversaire ou au contraire être beaucoup plus agressif que lui, notamment côté coup droit, prendre la balle plutôt plus vite. Et ça, c'est pas évident parce que sur la longueur, ça peut s'effriter. Ta marge d'erreur augmente systématiquement. C'est pourquoi en majeur, sur dur, pour le moment, c'est irréprochable. Et dans tout ça, l'Italien, il se rapproche à une longueur en Grand Chelem de son illustre rival espagnol. Zverev, quant à lui, a encore laissé passer une chance de s'imposer en majeur. Il y a eu US Open 2020 contre Dominic Thiem, il y a eu Roland Garros 2024 contre Carlos Alcaraz. Il conserve cette pancarte de meilleur joueur sans Grand Chelem. Et c'est vrai que c'est quand même un trou dans son énorme palmarès, lui qui a gagné partout, de ne pas avoir encore décroché le Graal. On l'a vu revenir à un très bon niveau depuis sa blessure à la cheville contractée à Roland Garros 2022 contre Rafael Nadal. Certes, il a perdu un petit peu dans la qualité de ses déplacements. Sur ses retours, c'est un petit peu moins tranchant, un peu moins percutant. Par contre, il a su compenser avec un service beaucoup plus stable, à lancer moins haut, qui lui permet d'avoir un pourcentage quand même de première assez élevé. Mais derrière, il y a cette dernière marche où il a du mal. Est-ce qu'il aurait une autre occasion d'aller décrocher un titre majeur? C'est vrai que ça peut être compliqué. Il est encore jeune. Il y a quand même une concurrence qui monte et les occasions vont se faire de plus en plus rares, d'autant plus que Zverev, au fil de la saison, vu qu'il joue beaucoup de matchs, il peut également décliner physiquement avec ses pépins qu'on peut voir et ce problème de diabète qui l'occupe toute l'année. Donc c'est pas évident et à chaque fois il peut se dire c'est peut-être ma dernière occasion. Je pense qu'il y en aura d'autres, notamment à Roland Garros où il joue souvent très bien sur terre battue, l'Open d'Australie qui est son 2e meilleur majeur. Sur les 2 autres, ça risque d'être un petit peu compliqué et à voir comment il va digérer cette énième déconvenue parce que sa principale faiblesse, c'est cette passivité et ce défaut qu'il peut avoir côté coup droit où il a du mal vraiment à être agressif, à en mettre un petit peu plus dans ce compartiment de jeu-là. On le voit par séquence, mais tout au long d'un match, c'est extrêmement dur pour lui de tenir ce niveau. Avant cet affrontement, Sabalenka dominait les confrontations contre Madison Keys 4-1. Est-ce que ça s'est traduit dans cette finale à l'Open d'Australie 2025? C'est exactement ce qu'on va voir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Madison Keys a créé la surprise. L'américaine s'impose en 3-7 contre Sabalenka. Oui, c'est bien Keys qui a remporté cette finale contre la Biélorusse 6-3, 2-6, 7-5. La Biélorusse n'avait plus perdu à Melbourne depuis 2022 et ce 8e contre Kanepi, 10 ans après son premier croco en majeur. Quand même, Keys, elle avait fait une demi à l'Open d'Australie 2015 et presque 8 ans après sa finale perdue à l'US Open 2017. À presque 30 ans, Madison s'offre le plus grand sacre de sa carrière. Dans ce duel de cogneuse, c'est l'américaine qui a fait la meilleure entame en menant rapidement 5-1, étouffant une Sabalenka nerveuse, commettait quelques fautes, de vilaines doubles fautes. Et on a eu un sursaut sur cette fin de set, mais l'américaine avec 86% de première balle s'est envolée dans cette finale en remportant la première manche. Moins percutante au service par la suite, avec une Sabalenka qui a changé de tactique en faisant un petit peu plus d'amorti. La Biélorusse est revenue à une manche partout et on sentait une Keys sur la pente descendante d'un point de vue physique. Et pourtant, ce 3e set de serveuse est devenu fou. À 3 reprises, Keys elle a été menée 30 partout sur son service et à chaque fois elle a su faire la différence car sur les 6 points joués par la suite, il y a eu 4 coups gagnants, un service gagnant et une erreur provoquée. À la 2e occasion à 6-5, l'américaine a sauté sur l'occasion justement pour breaker son adversaire et prendre la 3e manche 7-5, ce qui fait qu'il y a uniquement la Biélorusse qui aura dû défendre des balles de break sur son service, ce qui n'a pas été le cas de Keys, malgré le fait qu'elle a été en danger sur plusieurs de ses jeux. Alors oui, on a Sabalenka qui reste une référence sur dur, même sur cette quinzaine,
Et depuis le début de la saison, elle n'a pas déployé son meilleur tennis. Et pourtant, elle fait une finale ici titrée à Brisbane. Mais Keys, franchement, elle a été immense. Son parcours, c'est dingo. Rus, Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek. Et c'est vraiment le pire tableau, je pense. Parce que si tu arrives à avoir un tableau encore plus dur, tu meurs. Et là, vraiment, elle peut triompher. Son premier sacre majeur et son retour dans le top 10 où elle sera 7ème ce lundi. Avant de faire un bilan de cette quinzaine à l'Open d'Australie, si tu ne connais pas, nous c'est Games Talk et on a des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner et tu actives la petite cloche, comme ça tu seras notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo et tu ne manqueras plus aucune de nos pastilles. D'ailleurs, on a Josh qui est en alternance depuis la rentrée de septembre 2023. Il faut savoir que lors des alternances, la première année, on a le droit à des aides de l'État pour soutenir cette alternance, mais ces aides disparaissent la seconde année. C'est pourquoi on avait lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee où chacun peut donner à la hauteur de ses moyens de façon récurrente, de façon ponctuelle. On avait mis en place 2 offres, une à 2 € par mois et une à 5 € par mois. La première te donne accès à un Discord privé et la seconde, en plus de ce Discord privé, tu auras accès à 2 vidéos exclusives tous les mois qui tombent dans ta boîte mail. Et au-delà de ça, ta donation nous permet de progresser de façon qualitative, de toujours creuser un petit peu dans nos contenus. Josh qui à chaque fois essaie de faire banger sur banger. Je te mets tous les liens en description, bien sûr tu peux donner à la hauteur de tes moyens. Un grand merci à toi. Il est l'heure de faire un bilan de cette quinzaine à l'Open d'Australie, le premier majeur de cette saison 2025. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu arrives à mettre une note? Je suis curieux d'avoir ton avis dans les commentaires. C'est vrai que c'est pas évident. Je suis assez mitigé parce qu'on a eu une première semaine, je trouve, assez bonne avec beaucoup de gros matchs. Mais c'est un petit peu biaisé parce qu'il y a énormément de volume. Quand tu as 64 matchs, forcément, dès que tu as 3-4 matchs qui pop, tu te dis waouh, c'est incroyable. Alors qu'au final, en termes de densité, c'est que 3 matchs sur 64. Et forcément, ça se dégrade quand en deuxième semaine, on n'a plus que 8. Et que sur ces 8 matchs, il n'y a pas forcément des gros affrontements tennistiques. Et c'est un peu ce qu'on peut accuser pour cette quinzaine à l'Open d'Australie, sachant qu'on a eu une première semaine avec pas mal de surprises, pas mal de matchs en 5-7. Et la deuxième semaine, même s'il y a eu des favoris qui ont été au rendez-vous, les rencontres ont été beaucoup plus convenues. Il n'y a pas forcément eu de match où on s'est dit waouh, c'est incroyable. Donc c'est pas facile de juger cette Open d'Australie. Ça lance bien la saison, mais je me dis que rétrospectivement, peut-être que l'édition 2024 était un poil mieux au niveau des affrontements. On a quand même eu de belles choses, on va y revenir, du côté des dames, du côté des messieurs. Si on commence par les messieurs, au-delà d'Alexander Zverev, au-delà de Yannick Sinner, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, des déceptions au niveau de la next gen, parce qu'on a eu Tsitsipas et Rublev qui se sont inclinés d'entrée contre Mikkelsen et Fonseca et Medvedev au deuxième tour contre Tien, ce qui fait qu'on a une forme de passation de pouvoir entre la next gen ou la lost gen, qui eux aussi, en termes de génération, c'est compliqué. Il y a eu des sacres majeurs, pour Medvedev, il y a eu des finales pour Tsitsipas, mais derrière, ils mettent plus un pied devant l'autre, avec des lacunes pour Medvedev au niveau de son style de jeu, sa défense qui est beaucoup moins solide, son service avec ses problèmes à l'épaule où c'est très compliqué techniquement pour Tsitsipas, lui avec son revers, son slice qui ne marche plus, où il est devenu vraiment barycentré sur terre battue, Rublev qui disjoncte dans sa tête. Et là, on a la next gen, le futur qui vont venir un petit peu challenger les Sinner, les Alcaraz, les Ruud, avec Fonseca, avec du Tien, avec du Mikkelsen, qui ont d'ailleurs fait de très très bons tournois dans des styles de jeu différents. Fonseca qui fait vraiment partie du metagame actuel et qui a plus de chances, je trouve, d'éclore et de venir concurrencer et de challenger les Sinner et Alcaraz, parce que c'est un joueur un petit peu à l'image d'un Yannick Sinner qui est très puissant du fond du court, qui frappe bien des deux côtés, qui sert bien, qui physiquement va devoir progresser, parce qu'on l'a vu dans les gros matchs, il perd en 5-7 contre son ego, c'est pas évident. Tien, qui est un jeu atypique, un jeu bluffant, avec sa patte de gaucher, le petit Nishikori là, avec le service à la Manarino, c'est impressionnant, mais dans un metagame avec de plus en plus de joueurs puissants, comme Yannick Sinner, ça paraît compliqué qu'un Tien émerge au plus haut niveau, parce qu'il a quand même ce déficit de puissance. Mikkelsen, pareil, il paie pas de mine, plutôt beau revers, il a d'ailleurs mis à mal Tsitsipas avec son revers où ensuite il a attaqué Longling, qui s'est fait manger contre l'ex de Minor. Donc il y a des profils qui émergent, qui pas tous ont forcément performé, mais je trouve que c'est intéressant de le noter. Également, la belle quinzaine des Français avec du Bonzi, du Humbert, du fils également, Gaël Monfils qui à 38 ans réalise l'impensable. Certes, il doit abandonner contre Ben Shelton, mais c'est costaud d'avoir sorti Taylor Fritz, numéro 4 mondial. C'était plus arrivé depuis 2016.
qu'un joueur français fasse une telle performance face à un joueur aussi bien classé. C'est te dire ce que Gaël Monfils a fait. Et ça, je pense que c'est un motif de satisfaction. Mais globalement, en général, on va pas se le cacher, l'Open d'Australie est souvent positif pour les joueurs français. On avait eu Cazaux l'an dernier. Et ça va être à surveiller sur les autres tournois du Grand Chelem. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? On a Novak Djokovic, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, je trouve. Parce que c'est vrai que Djokovic et Nadal et Federer ont un petit peu normalisé l'exceptionnel, dans le sens où on est tous là à baver un petit peu de se dire qu'à 37 ans sur une jambe, Novak Djokovic, il arrive quand même à battre Carlos Alcaraz, il arrive à donner le change à Alexander Zverev sans se faire briquer durant un set. Mais pour moi, c'est un peu trompeur. Soit on se dit waouh, c'est incroyable ce qu'il fait Djokovic, c'est monstrueux, mais ça met aussi à mal le niveau actuel du tennis, parce que Carlos Alcaraz, je le redis, c'est vraiment une faute professionnelle d'avoir perdu le second set contre un Djokovic blessé où les antidouleurs n'avaient pas encore fait. Et là, on a eu un Alcaraz qui s'est trompé tactiquement. Pour moi, c'est quand même une déception, son tournoi pour l'Espagnol, où dans ce deuxième set, il cherchait encore à frapper très fort au lieu de donner un peu plus de volume, de faire courir son adversaire, et derrière, les antidouleurs font effet, et il se réveille un petit peu que dans le quatrième set, l'Espagnol. Et ça fait poser des questions, parce qu'on a certes un Novak Djokovic qui est impressionnant, qui a su faire parler son tennis, son changement de tactique, mais derrière, qu'est-ce qu'il propose en face? Alcaraz, il perd, Zverev, il a 5 opportunités de prendre le service adverse, il n'y arrive pas, il est ultra passif. Ça montre qu'il y a quand même un problème au niveau de la concurrence par rapport au niveau de jeu actuel. C'est pas normal. Et certes, on est estomaqué parce qu'ils ont banalisé l'exceptionnel, mais il faut quand même se poser des questions. Novak Djokovic, et d'ailleurs, parlons-en, où ça devient de plus en plus inquiétant physiquement à 37 ans, et c'est normal parce que sur ses 5 dernières participations en major, 3 fois il y a une alerte physique. Déjà, c'était le cas en 2024 à l'Open d'Australie avec le poignet, Roland Garros, il y a le genou, et là maintenant, une déchirure à l'adducteur. Sur ses 4 dernières participations à Melbourne, à chaque fois, il y a un pépin physique. Pourtant, il en a quand même gagné en 2021, en 2023. Avec les abdos, l'ischio, je te dis, il y avait le poignet, maintenant les adducteurs. Donc ça va être intéressant de voir comment il va réagir, quand il va revenir. Est-ce qu'il va revenir à Indian Wells? Est-ce qu'il va revenir que sur terre battue? Pour moi, au maximum, je le dis, je le maintiens, il a un grand chelem dans sa raquette, c'est tout. Pourquoi pas Wimbledon? C'est là où il a sa meilleure chance, parce que la densité de la concurrence est moindre par rapport à la terre battue, d'autant plus que si tu fais 2-3 gros combats, derrière, tu peux avoir des pépins physiques. Alors que là, on l'a vu, encore motivé, encore avoir un bon jeu, agressif, notamment avec son service, son coup droit. Derrière, c'est dans ses déplacements qu'il a forcément perdu depuis son opération au genou. Mais il peut faire un coup, et ça serait magnifique avec Andy Murray, aller chercher un Wimbledon pour les records, pour tout ce que ça génère derrière. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais quand même quelques alertes chez Novak Djokovic qui se fait de plus en plus rattraper par son physique. Ça rappelle un petit peu, dans un degré moindre quand même, Rafael Nadal qui sur la fin de sa carrière, il s'entraînait beaucoup. Dès qu'il rejouait, il commençait à se reblesser, il s'arrêtait, il rejouait, il se reblessait, etc. Donc on espère que Novak Djokovic arrive à mieux gérer ça. Et encore une fois, un joueur blessé qui arrive en demi-finale, c'est très très costaud de sa part. On notera également un Ben Shelton qui arrive à se transcender, à arriver en demi-finale à l'Open d'Australie, qui est toujours ce joueur un petit peu frisson en majeur. Même si je vois pas forcément de progrès chez lui, je reste assez dubitatif. C'est un joueur qui sert fort au service, qui devrait bosser un petit peu plus les zones, la précision. Pareil dans son jeu de fond. Mais bon, en tout cas, il fait une demi-finale, et ça, c'est la surprise générale parce qu'on était très loin de l'avoir prédit à ce stade de la compétition. On noterait les 9 abandons dans le tableau messieurs sur cette édition 2025, et c'est quand même une donnée assez forte, sachant que c'est quand même un des premiers tournois de la saison, et avoir autant de pépins physiques, ça alerte pour le reste. Du côté des dames, au-delà des performances de Sabalenka et Keys, qu'est-ce qu'on peut noter? La déception du tennis français féminin, étant donné que Gracheva a été la seule rescapée. Et c'est notre meilleure chance française qui actuellement est 69e mondiale. C'est de dire vraiment le niveau du tennis féminin français. Caroline Garcia, elle est paumée. On la voit plus, je ne sais pas si elle va arrêter cette année ou pas, mais c'est vraiment catastrophique. On a quelques espoirs, mais il y a quand même des failles, des lacunes, et ça pop de façon ponctuelle, mais sur la constance, je suis quand même assez mitigé. Après, il y a eu des belles histoires avec Badoza qui a des problèmes au dos depuis 2023, qui était à 2 doigts d'arrêter en 2024. Et là, qui revient, qui fait sa première demi en majeur, qui bat Coco Gauff, qui revient dans le top 10, ancien numéro 2 mondial, c'est très costaud, même si son physique est forcément à surveiller. C'est une belle perf pour l'Espagnol. Emma Navarro, où je me disais que ça allait être compliqué cette saison pour elle, la saison de la confirmation. Tous ces matchs ont été durs, mais elle arrive quand même en quart de finale à tenir son rang contre Iga Swiatek. Iga Swiatek qui s'incline en demi-finale contre Madison Keys alors qu'elle avait le match en main. Elle n'a pas su vraiment finir ce match.
Je reste là encore un petit peu dubitatif concernant la Polonaise. Pour moi, je voyais une saison compliquée. Dans les semaines à venir, elle a pas mal de points à défendre. Là, elle a su profiter d'un tableau favorable pour aller en demi-finale. À voir les ajustements avec son nouveau coach Wim Fissette pour voir si elle arrive à gommer un petit peu ses défauts sur surface rapide, notamment côté coup droit, quand on la prend de vitesse. Rybakina, toujours autant illisible, qui se sépare déjà de Goran Ivanisevic. J'avais beaucoup d'attentes en la kazakhstanaise et là, elle déçoit. Il y a beaucoup d'extra sportifs chez elle, beaucoup de mystères. On ne sait pas trop, j'attends de voir. C'est une joueuse qui peut faire très très mal sur des surfaces rapides, sur gazon. Mais là, avec tout cet extra sportif qui semble polluer un petit peu son état d'esprit, ça risque d'être compliqué. Ensuite, on a une Osaka qui peut avoir un très haut niveau, comme on l'a vu d'ailleurs l'an dernier à Roland-Garros en début de saison, mais aussi des barres avec son physique, à voir si elle arrive à retrouver de la constance. Pour moi, ça va être plus une joueuse frisson qui, sur un match, va te sortir une tête de série et derrière, va pas être en mesure d'enchaîner. Enchaîner, d'ailleurs, c'est le cas de Ons Jabeur, de Mourova, qui ont peut-être un petit peu déçu, où la pente ascendante, pour elle, ça va être compliqué. Pourtant, c'est des joueuses dont on a besoin sur les circuits. Et Kiwenzek, la déception qui perd au deuxième tour contre Sigmund, finaliste là, qui avait fini en force quand même la saison 2024. Et on attendait forcément un petit peu mieux d'elle. Et je terminerai cette vidéo en vous remerciant, vous qui regardez le contenu de Games Talk, que ce soit sur nos lives, sur nos pastilles, sur nos bangers de Joris. Les retours ont été ultra positifs. On a une belle croissance durant cette Open d'Australie et c'est grâce à vous, parce que vous nous donnez de la force, que ce soit avec vos abonnements, avec vos pouces, et également tous les échanges qu'on peut avoir durant nos lives. Ça fait plaisir de créer une communauté. On peut également échanger sur le Discord. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires pour qu'on revoie notre planning éditorial sur ce qui vous a plu, sur ce qui vous a moins plu. On a vu que vous avez adoré la vidéo sur la rivalité Djokovic-Nadal, un petit peu moins sur Rod Laver et Margaret Court. Est-ce que les légendes d'antan ne vous intéressent pas forcément? Je suis curieux d'avoir votre avis, parce que derrière, on va essayer de vous proposer le meilleur contenu possible sur les mois à venir. On va prendre une pause là en février pour se ressourcer, même s'il y aura Rob qui va couvrir le tournoi de Montpellier, sachant qu'on est accrédité, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous êtes là-bas, on va revenir en force fin février avec une grosse vidéo. Et derrière, ça enchaîne avec le Sunshine Double et la terre battue, le gazon. Et voilà, on est en roue libre. Par la suite, là, c'est vraiment le mois de février. On peut recharger un petit peu les batteries. Mais en tout cas, un grand merci à vous parce que vous nous donnez énormément de force au quotidien, justement pour vous proposer la meilleure valeur possible. Et un grand merci aussi à l'équipe, parce que Games Talk, c'est un projet collectif. Il y a Josh qui fait les bangers, les grosses vidéos qui vous ont plu. Et Rob qui fait un travail formidable sur les réseaux sociaux, sur l'animation des lives. Vraiment, il a remis sur pied le X, le Insta, le TikTok. Allez nous suivre sur tous ces réseaux. Donc un grand merci à l'équipe, parce que, je le répète, c'est un projet collectif, Games Talk. Et ensemble, on va aller plus loin, on va vous proposer les meilleures vidéos possibles. Nous, on se retrouve très vite. Si vous voulez patienter jusqu'à notre prochaine vidéo, je vous invite à aller voir justement cette vidéo sur la rivalité entre Djokovic et Nadal. Et pour conclure cette Open d'Australie, ce lundi à 21h, un grand bilan, un live où on va décrypter tout ce qui s'est passé durant cette quinzaine, les tops, les flops, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Donc on compte sur vous.